Merci beaucoup à tout le monde d'être là et puis bienvenue. Nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue au cycle des séminaires Résiste Action Forge, conflits socio-écologiques, extractivisme et transition énergétique, apprentissage, lutte et perspectives que nous initions aujourd'hui et qui s'inscrit en fait dans les cycles annuels des conférences du CENTRAIR, donc du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Il nous importe avant tout de souligner que ce cycle de séminaires a été conçu et développé dans le souci du respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir et les droits ancestraux territoriaux, ainsi que nous avons été guidés par la nécessité de reconnaissance et de réparation des situations d'injustice commises envers les peuples autochtones, qui se trouvent d'ailleurs parmi les premiers affectés des activités extractives industrielles sur lesquels se penchent nos recherches. Ce cycle de séminaires s'inscrit dans la dynamique des deux recherches collaboratives effectuées au sein du CENTRAIR, dont nous aurons l'occasion de parler en détail plus tard dans les autres activités. Il s'agit du projet Résiste Action, dimension critique et politique de l'éducation relative à l'environnement dans la résistance sociale en contexte de conflit associé à l'expansion de l'extractivisme, que je mène conjointement avec une équipe de recherche dont Laurence Brière et Lucie Sauvé sont co-chercheurs. Et bon, pour le reste de l'équipe, vous allez pouvoir les connaître lors du prochain séminaire. Et le projet Forge, formation collaborative pour la justice énergétique, dirigé par ma collègue Laurence Brière, ici présente, et un collectif d'acteurs sociaux. Nous allons avoir l'occasion de l'entendre au mois de mai. Cet événement s'intéresse principalement aux vastes mobilisations sociales et aux conflits socio-écologiques qui se multiplient face à la tendance extractiviste actuelle en expansion. Une tendance d'ailleurs qui implique une emprise et un contrôle de plus en plus grand des ressources naturelles, nos biens communs et des territoires par les entreprises et les grands capitals financiers, et qui se trouve accélérée aujourd'hui par une transition énergétique abordée selon la même logique extractiviste dominante. Nous prétendons apporter une attention particulière au moment d'inflexion créé par ces mobilisations sociales de contestation et de résistance qui questionnent fortement notre rapport au territoire et notre identité écologique et qui se transforment en creuset de reconstruction des liens à l'environnement. Nous nous penchons dans cet événement sur les expériences des divers chantiers d'apprentissage collectif, éco-social, qui se tissent à travers l'appropriation collective des réalités, au croisement des regards et des expériences dans la contestation et la résistance à l'extractivisme. Il s'articule, entre autres, autour de la défense de l'eau, des forêts, de la biodiversité, de la santé de la population, des territoires ancestraux. Nous nous intéressons ici aux trajectoires des dynamisations sociales qui s'associent, devenues de véritables processus de maturation politique. Beaucoup des membres de ces mouvements sociaux sont maintenant reconnus comme des experts des lieux, du lieu et des territoires et comme interlocuteurs incontournables sur la scène publique et dans les processus de prise de décision. Nous compterons sur la participation de plusieurs d'entre elles à notre événement. Nous prétendons, dans le cadre de cet événement, explorer ce qui apparaît comme un nouveau sens commun émancipateur qui se penche sur la question de justice environnementale et de justice énergétique, des territoires et des territorialités, des droits humains, des droits ancestraux, des droits environnementaux, des droits de la nature, ainsi que de rapports coloniaux au monde. Ce cycle de séminaires, enfin, se propose de mettre en évidence les perspectives d'engagement et d'éco-citoyenneté critique qui sont forgées dans les contextes, au sein des contextes de mobilisation, où femmes et peuples autochtones jouent un rôle d'une importance grandissante. Et aussi le processus de développement des stratégies qui cherchent à ouvrir des voies d'une culture transformatrice, de nouveaux horizons utopiques, souvent inspirés d'une perspective décolonisatrice et d'un nouveau regard sur les racines de la vie et les dynamiques qui la rendent possible. En synthèse, les objectifs de cet événement sont de partager les expériences des dialogues sociaux et des défenses territoriales, valoriser les savoirs qui émergent de ces expériences, mettre en évidence les apports de deux projets de recherche que j'ai mentionnés au débat public concernant les activités extractives et les perspectives de transition énergétique,
puis finalement contribuer à l'analyse et à la sensibilisation publique sur ces questions. Après cette séance d'ouverture, 6 séminaires auront lieu d'ici à la mi-juin de cette année, qui compteront sur la participation d'invités du Québec et d'Amérique latine, du monde de la recherche et des mouvements sociaux particulièrement. Concrètement, le programme de ces cycles de séminaires est le suivant. Le 29 avril, c'est-à-dire jeudi prochain à 9h30, nous aurons le séminaire Conflits socio-écologiques, résistance, savoir et défense des territoires. Le 13 mai à 2h, enjeu de la formation réciproque au sein de la mobilisation citoyenne pour une justice énergétique. Le 14 mai, répondre ensemble à des besoins spécifiques de formation réciproque au cœur de la mobilisation pour une justice énergétique au Québec. Le 4 juin, cartographie des conflits socio-écologiques pour une éducation relative à l'environnement socialement critique, suivi d'un atelier de cartographie participative en après-midi. Le 10 juin, la place des femmes et les perspectives féministes dans la résistance à l'extractivisme. Et finalement, le 17 juin, nous clôturerons ce cycle de séminaires par un séminaire intitulé « Reconstruction des liens société-nature, éco-citoyenneté et alternatives au monde extractiviste ». Aujourd'hui, jour de la Terre, nous déclarons donc initier ce cycle de séminaires et nous l'initions avec une conférence d'ouverture à 2 mains, une du Nord et l'autre du Sud, avec 2 invités spéciaux, sur le thème vers une transition post-extractiviste que nous vous présenterons dans quelques instants. La séance sera animée par Maude Prudhomme du Front commun pour la transition énergétique du Québec, à qui j'ai le plaisir de laisser la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, je suis ravie de vous voir, aussi virtuel que ce fut. Je vais vous signaler certains éléments techniques, à savoir, étant donné que vous aurez certainement des questions et des commentaires, je vous invite à les inscrire dans le chat. Nous les compilerons et les adresserons à la fin des 2 conférences. Ensuite, non, il n'y aura pas de pause. Nous vous invitons à en prendre lorsque vous en avez besoin, mais il n'y aura pas de pause dans le cadre de cet événement lui-même. Nous allons ce soir commencer avec Francisca Fernandez-Droguet. Je suis honorée de présenter Francisca Fernandez-Droguet, qui est anthropologue, diplômée de l'Académie universitaire de l'humanisme chrétien. Elle est présentement professeure et chercheuse et docteure à cette même université. Elle a obtenu en 2012 son doctorat en études américaines à l'Université de Santiago, où elle a pu réaliser plusieurs recherches sur les études des ondes, sur le genre et l'ethnicité, sur les conflits socio-écologiques et sur les méthodologies participatives. Francisca est membre du Mouvement pour l'eau et pour les territoires, MAT, du Comité socio-environnemental de la coordination féministe 8M et de la coopérative de la Cacerola, en plus de faire partie du groupe de travail de la CLACSO, Écologie politique du Sud Abya-Yala, et du comité scientifique de la revue Ibero-América Social. Elle se spécialise dans la défense des causes autochtones et de celles associées à la défense des femmes et des migrants-migrantes. Francesca se présente comme candidate pour les constituantes conventionnelles au Chili pour le district 10. Bonne chance. Elle nous présente donc ce soir une présentation qui s'intitule « La transition post-extractiviste et les luttes écoféministes, le cas du Chili ». La parole est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour la présentation. Comme tu as dit, Maude, je m'appelle Francisca Fernandez-Droguet. Bonjour. Je suis membre du Mouvement pour l'eau et les territoires. Et de ce lieu, je vais parler sur justement la transition post-extractiviste et des luttes écoféministes ici au Chili. Je suis chilienne. J'ai vécu beaucoup de temps quand j'étais petite en France. Pour ça, je parle de français. Et je veux saluer au nom de mes compagnes d'aventure, des rêves, de toutes les personnes qui sont du mouvement de l'eau et du comité socio-environnemental de la coordinateur féministe 8 mars. Et notre lutte est fondamentale pour la déprivatisation des actifs communautaires naturels, d'une action anti-extractiviste et anticapitaliste. C'est très important pour nous de dire ça.
nous sommes un mouvement anticapitaliste. Pour autre part, le mouvement pour l'eau et le territoire est né il y a environ 9 ans dans une rencontre entre diverses organisations sur les conflits socio-environnementaux organisés par l'Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Et l'un des accords dans ce moment, le 2012, c'est justement former un mouvement social de défense et de récupération des eaux et des territoires. C'est très important. C'est justement un élément fondamental du mouvement. Nous nous sommes fixés comme objectif principal l'abrogation du Code de l'eau. Car au Chili, à la suite de la Constitution de 1980, en pleine dictature civile-militaire de Augusto Pinochet Ugarte, est créé un code qui privatise, commercialise l'eau, créant un marché de l'eau à travers la figure des droits d'utilisation de l'eau. Ça, c'est, on peut dire, l'accès de la privatisation de l'eau au Chili. Ainsi, au Chili, l'eau peut être achetée, vendue, louée et même hypothéquée. Il suffit de regarder la section des avis économiques des journaux chiliens, comme par exemple un journal de droite, El Mercurio, et on peut voir tout ça. On peut voir que les rivières sont mises aux enchères. Actuellement, le mouvement est composé d'une centaine d'organisations et de différents territoires où les principaux conflits socio-environnementaux sont au nord du Chili, par exemple, la méga-exploitation minière, méga-mineria. Au centre et au sud du Chili, on peut dire l'agro-industrie et le modèle forestier. En plus et traversalement, l'installation d'ouvrages de centrales hydrauliques à fort impact environnemental. La méga-extraction dans le nord du Chili, Arica, Iquique, Calama, ça c'est les lieux du nord du Chili, concentre environ 90 des droits de l'eau. C'est pourquoi pour nous tous et toutes, c'est l'un des facteurs déterminants de la sécheresse actuelle au Chili, mais aussi de la contamination et de la dévastation territoriale. Il existe des communautés entières avec des niveaux élevés de métaux lourds dans leur sang, proliférant des maladies respiratoires, cutanées et avec des intoxications massives. C'est le cas, par exemple, de Arica, avec des enfants avec des métaux lourds dans sa sang. L'agro-industrie, dans le centre-sud du Chili, par sa part, a encouragé la monoculture, l'utilisation de semences transgéniques et de pesticides, par exemple Monsanto Bayer au Chili, dans un lieu qui s'appelle Paine, rendant la vie à la campagne du Chili encore plus précaire. Avec ce modèle de production agricole, la biodiversité était complètement perdue. Les eaux souterraines et les eaux de surface se sont asséchées, entraînant également des maladies dans les communautés. De la même manière, les grandes entreprises agricoles et d'élevage concentrent le plus grand nombre de droits de l'eau, comme par exemple une localité ici qu'on appelle San Pedro de Melipilla, alors à 100 km de la capitale du Chili, Santiago. 80% de ces droits de l'eau sont entre les mains d'AgroSuper. AgroSuper est un conglomérat d'entreprises alimentaires chiliennes dédiées à la production, distribution et commercialisation d'aliments pour porcs, volailles et saumons. Dans le sud du Chili, on appelle ici Wallmapu, territoire mapuche, qui est aussi territoire d'Argentine et Chili. Le modèle forestier a été l'un des principaux responsables de la déforestation de la forêt native, de la sécheresse, mais aussi du pillage territorial des communautés mapuches à travers la plantation des pins
et d'eucalyptus, qui se caractérisent par l'assèchement des sols, ce qui fait proliférer plus d'incendies de forêt chaque année, mais empêche également la croissance d'autres espèces végétales, d'espèces justement d'ici, de forêts natives. Face à ce que je vous ai raconté aujourd'hui, nos principales revendications comme mouvement de l'eau pour nous pencher au-delà de l'extractivisme sont 4 éléments surtout. 1. La reconnaissance des droits de la nature. C'est un élément très important des expériences de Bolivie, d'Équateur. 2. La protection, mais aussi la restauration des écosystèmes et des territoires qui ont été sacrifiés. Ici, on parle des territoires qui sont sacrifiés par l'entreprise extractiviste. 3. Ici, on parle de la gestion communautaire de l'eau des différents peuples, des peuples originaires, afro, migrants, paysannes. 4. La souveraineté alimentaire de l'agroécologie, souveraineté alimentaire. Entre autres luttes, c'est très important, la souveraineté alimentaire. Nous ne doutons pas que seule l'articulation avec d'autres territoires rendra le changement possible. Ça, c'est important pour nous. Il y a environ 3 ans que les femmes du mouvement de l'eau ont rejoint la coordinateur féministe du 8 mars, formant le comité socio-environnemental, comprenant que notre lutte est aussi contre le colonialisme et le patriarcat. Nous nous assumons donc comme un mouvement plurinational et antipatriarcal. À cette époque, nous avons rendu visible comment l'extractivisme et ses effets s'intensifient dans les corps des femmes, des filles et des dissidents sexuels. En particulier, on parle des peuples indigènes, des afros, des migrants, des secteurs populaires urbains et aussi paysans, opérant de la même manière l'exploitation vers la nature, vers ses corps. Pour cette raison, nous avons conformé à un féminisme anti-extractiviste, territorial, communautaire des peuples, avec des expériences en Abya, Amérique latine, pour dire que nous sommes une résistance et une alternative à la crise écologique et sociale actuelle. L'extractivisme configure des territoires, on a réfléchi ça, que l'extractivisme configure des territoires, mais aussi des économies masculinisées, dans lesquelles nous, les femmes, subissent au quotidien différents types de violences, mais aussi dans lesquelles la précarité de nos vies se perpétue. Aujourd'hui, c'est la même chose avec la pandémie Covid. Nous, les femmes, sommes qu'ils avons des emplois les plus précaires, avec des salaires inférieurs, dans un contexte de sous-emploi, où le travail de soins est également rendu invisible. Un travail qui s'intensifie dans les territoires en sacrifice, avec, comme on l'a dit, par exemple, l'agro-industrie. Nous devons organiser et entretenir la vie en prenant soin de ce qui nous entoure, des animaux, des vergers, dans des situations de grande hostilité de la part des entreprises extractivistes. Bon, nous, les femmes, vivons dans des situations de violence sexuelle dans des territoires avec des enclaves minières, forestières et agro-industrielles. Ou par exemple, l'une des zones, on pourrait dire rouges, au Chili, autour du taux élevé des lesboféminicides, est la 5e région cordillère, lieu emblématique de l'agro-industrie. Alors, on peut dire qu'il se semble que de la même manière qu'il exploite et domine la nature est le moyen de contrôler nos corps. Pour cette raison, la solidarité et la résistance des femmes se sont multipliées et nous avons tissé des réseaux de soutien mutuel à partir de nos luttes territoriales. C'est ainsi que nous avons réussi à générer un travail conjoint avec les compagnons de Mujeres y la Sexta,
du Mexique, Zapatistes, un réseau de soutien aux Zapatistes. Les féministes anti-extractivistes d'Argentine, elles s'appellent las pibas del agua, les femmes de l'eau. Et les féministes territoriales du Pérou et de Bolivie, étant clair que notre lutte est profondément transfrontalière. Bon, vous savez, non? Depuis octobre de 2019, nous vivons dans une révolte populaire ici au Chili, dans laquelle l'une des principales revendications est une nouvelle constitution qui met fin à la constitution, comment je vais dire, de la dictature civilo-militaire de Augusto Pinochet Ugarte à travers d'une assemblée constituante. Nous sommes maintenant confrontés à une élection, c'est maintenant le 15 du mai, à venir pour choisir les personnes qui feront partie de la soi-disant convention constitutionnelle. Ce n'est pas l'Assemblée constituante, mais c'est une convention dans laquelle divers collègues du mouvement pour l'eau et le territoire et du coordinateur féministe présentent comme candidats. C'est mon cas aussi. Dans le cadre de l'augmentation de la criminalisation et de la répression aussi, au Chili, de la constatation. Nous continuons donc résistants et à déborder les rues et tous les espaces à partir desquels influencer. C'est ça comme on pense maintenant le procès constituant. Ce type d'instance est fondamental pour consolider une voie mondiale à partir de la multiplicité des voies, pour mettre fin à ce système monde qui a privilégié les profits économiques sur nos vies. Et c'est ça, profondément féministe. L'un des plus grands défis en ce moment, c'est en ce temps constituant, est de penser non seulement au-delà du néolibéralisme au Chili, mais aussi de l'extractivisme, correspondant à une forme historique d'exploitation et de domination de la nature, par l'extraction illimitée et intensive des biens communs naturels pour la vente sur les marchés. Bon, ça, on avait parlé beaucoup, mondiaux, entraînant la dépossession, la contamination et la dévastation des territoires. L'extractivisme n'est pas seulement une dépossession et un pillage à grande échelle des biens naturels, mais il est également basé sur une idéologie développementaliste dans laquelle la destruction de la nature est intensifiée par le blé des produits de base et d'un rôle actif de l'État. On parle beaucoup de fois de néo-extractivisme. Pour la transition post-extractiviste, le thème d'ici aujourd'hui, nous devons nous placer à partir d'un horizon délibératif et émancipateur des peuples, ancré dans les droits de la nature, dans la protection et la restauration des écosystèmes contre le plein exercice de l'autodétermination des peuples. Pour arrêter le changement climatique, la transition est urgente. C'est un chemin de transition avec des échéances différentes, sachant qu'il existe des extractivismes qui sont aujourd'hui essentiels pour la vie des gens, mais qui en même temps, c'est ça très important, l'exploitation minière ne pourra jamais être durable. Sa logique intrinsèque est la dévastation. Alors, la plupart des entreprises extractivistes répondent à la logique de la production de profit. Donc, nous avons besoin d'alternatives pour sortir de l'extractivisme, pour changer le cours des choses. En tant que mouvement, nous avons réfléchi à certains points centraux de la transition. Bon, je l'ai dit, mais abroguer le code de l'eau pour la création d'un organisme de réglementation qui reconnaît l'eau comme un droit des peuples, mais aussi, et très important, comme un droit de la nature. De appeler à la valorisation des biens communs naturels en reconnaissance leur statut de bien qu'on ne peut pas approprier, je ne sais pas comment on peut dire, inappropriable. Protéger les écosystèmes pour une justice réparatrice et régénératrice pour les territoires dégradés.
encourager les processus de ruralisation de la vie dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Ça, c'est très important. La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Autre chose, favoriser les processus de travail et de reconversion productive. Alors, une chose qu'on parlait beaucoup, c'est favoriser les processus du travail de reconversion productive à partir de la consolidation des économies territoriales solidaires. Ça, c'est un point. Et maintenant, comme je vous disais, lutter pour la souveraineté et l'autonomie énergétique, ça, c'est important des peuples. Les sources d'énergie doivent être gérées par les communautés qui doivent définir les priorités d'utilisation. L'un des accès étant la protection et la restauration des écosystèmes. Bon. Pour finir, je voudrais vous montrer le décalogue réalisé pour le mouvement pour l'eau et les territoires pour les droits à l'eau et leur gestion communautaire. Je vais maintenant ici. Vous voyez? Oui? D'accord. Alors, bon, il est écrit en espagnol, alors je vais dire les 10 points en français. 1. Du décalogue. Reconnaître l'eau comme un droit des peuples et un bien commun. Inappropriable. On pourrait parler avec ça. Ils savaient comment on peut traduire ça. Associé au droit à la vie et au droit de vivre dans un environnement sans pollution. Le point 2. Que l'eau et la nature soient reconnues comme un sujet de droit. Ça, c'est important. C'est une vision très différente de l'ordre des droits. 3. Protéger tous les corps, corps d'eau, des écosystèmes, rivières, lacs, lagunes, glaciers, tourbières, c'est au sud du Chili, Chiloé, zones humides, mer, eau souterraine, mer salon. 4. Garantir la restauration des écosystèmes comme moyen et de défense de l'eau à travers un changement de matrice énergétique, production et aussi consommation. 5. Abroger le code de l'eau, on l'a dit beaucoup, et le remplacer par un nouveau cadre réglementaire basé sur la gestion communautaire. 6. Que l'utilisation et la gestion de l'eau soient communautaires, territoire et durable, par bassin et sous-bassin. Au Chili, on dit cuenca et subcuenca. Et 7. Que les priorités d'utilisation concernent l'équilibre des écosystèmes et la consommation humaine. 8. Que la gestion communautaire de l'eau soit plurinationale, comme on a dit. Peuples originaires, indiens, afro, migrants, urbains, paysans, fondée sur l'articulation entre les peuples, les communautés et les territoires. 9. Garantir son usage ancestral par les peuples qui habitent le pays, compte tenu de l'importance de la dimension spirituelle du peuple mapuche, aymara, quechua, licanantay. Et 10. Cette gestion communautaire de l'eau repose sur la promotion de l'agroécologie et des économies territoires, comme on a dit, solidaires, qui permettent de garantir la souveraineté alimentaire et avec cela, l'autodétermination des peuples. Bon, merci pour votre écoute. Tout bien avec le temps? Ouais. Excellent. C'était fascinant. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. J'ai beaucoup aimé votre manière d'articuler les idées puis les formulations. J'imagine que ça a été des formulations collectives. Ouais, c'est le travail du mouvement de l'eau, du comité, qu'on a parlé de tous ces éléments. Alors, comment on travaille pour comprendre pourquoi on parle aussi d'écoféministe. Alors, c'est très important, la relation entre extractivisme et patriarcat. J'apprécie beaucoup vos explications très claires et très imagées de ce que ça nous a offert. On va maintenant accueillir Hugo Lapointe, puis on pourra ensuite mettre aux relations tout ce que vous nous offrez ce soir. Hugo Lapointe qui va nous offrir une présentation qui s'appelle « Une transition post-extractive ». C'est pas facile, hein?
une transition post-extractiviste, juste et équitable, quelle possibilité? Hugo Lapointe, si vous ne le connaissez pas, est l'un des principaux leaders pour la défense de l'environnement et des droits des collectivités touchées par le secteur minier au Québec et au Canada. Hugo a une formation en technologie minérale et en génie géologique de la Queen's University. Il cumule une vingtaine d'années d'expérience diversifiée auprès d'organismes citoyens, d'organismes environnementaux, d'organisations autochtones, des gouvernements, des médias et de l'industrie. Hugo est cofondateur et co-porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, fondée en 2008. Depuis 2015, Hugo coordonne le programme national à Mining Watch Canada et siège à titre de coprésident du réseau nord-américain Western Mining Action Network, un réseau composé de plus de 300 organismes issus de la société civile et autochtone au Canada et aux États-Unis. Il est très actif ailleurs au Canada, notamment en Colombie-Britannique, où il a cofondé le réseau BC Mining Law Reform en 2019. Il a également été membre du comité consultatif des ministres des Mines de l'Ontario et membre du comité aviseur de la commissaire à l'environnement et au développement durable pour la vérification en 2019. Or donc, il nous présente ce soir une transition post-extractiviste juste et équitable. Quelle possibilité? Hugo, je te cède la parole. Oui, bon, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Vraiment désolé tout le monde, des petits problèmes de santé familiale ici. Donc, j'ai dû gérer quelque chose de plate. Je vous épargne les détails, mais bon, voilà. Alors, heureux d'être ici. Je ne sais pas, est-ce que je partage mon écran pour la présentation? Oui. Laissez-moi voir si ça fonctionne. OK. Est-ce que vous pouvez voir ça? Il faut que je mette en plein écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, parfait. Parfaitement. OK. Bon, ben, là, j'ai pas l'heure avec moi, donc je vais compter sur Maude ou Isabelle ou un de votre équipe là, pour peut-être m'aviser. 5 minutes avant la fin, ça te convient? Ouais, ce serait parfait, merci. Alors, j'ai une présentation pour vous qui est assez costaude. C'est dommage, je n'ai pas vu l'autre présentation, mais j'imagine que ça va complémenter. C'est sûr que j'arrive avec une perspective beaucoup plus québécoise, canadienne, mais aussi avec mes propres couleurs, puis les couleurs de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, celle de Mining Watch Canada, avec qui je suis affilié. Donc, un mot sur moi, brièvement. Moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, donc une région minière là, très importante au Québec. Il y en a parmi vous aujourd'hui, je crois, qui sont aussi de la région de l'Abitibi ou de d'autres régions minières, je ne sais pas. Et puis, donc, j'ai une formation en technologie minérale et en génie géologique. Et j'ai travaillé pour l'industrie, dans l'industrie, pendant presque une dizaine d'années au travers de mes études. Je me rends compte que je faisais le calcul, là, mais ça fait 25 ans là, cette année. La première fois que j'ai débuté, c'était en 96 dans l'industrie, jusqu'en 2005. Donc, j'ai débuté assez jeune. Ma famille œuvrait aussi dans le secteur minier. J'ai surtout fait de l'exploration minière dans le nord du Québec, dans le nord de l'Ontario, au Canada. Je n'ai jamais fait d'activité minière à l'international. Mais disons que cette expérience-là m'a amené à un moment donné à réaliser qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond et j'avais beaucoup de questionnements par rapport à cette industrie-là dans laquelle je m'étais engagé à l'époque. Et je me souviens, les deux éléments déclencheurs là, qui m'avaient amené à changer de direction, c'est l'expérience que j'ai eue à travailler avec la nation Cri de Wemindji, en particulier là, sur le territoire Cri. Lorsque je faisais de l'exploration minière sur les camps miniers, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de racisme. Parfois,
latent et parfois carrément explicites. Et puis, ça m'a amené à me questionner sur la nation, les nations autochtones, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que cette industrie fait sur leur territoire, qu'est-ce que ça implique sur l'impact sur leur culture. Et puis, ça m'a suscité toute une série de questionnements où j'ai voulu en apprendre davantage sur les droits des nations autochtones, l'historique et tout ça. J'étais, comme beaucoup de Québécois, et encore aujourd'hui, ignorant de ces choses-là. Et j'en ai déjà, d'ailleurs, beaucoup à apprendre encore. Et le deuxième questionnement, c'est venu parce qu'on explorait beaucoup pour l'art sur le territoire Cri, ou dans le nord du Québec, ou dans le nord de l'Ontario, chez les Algonquins, Anishinaabe. Et l'art accapare beaucoup des capitaux mondiaux, beaucoup plus que tous les autres métaux pris individuellement. Et ça m'a amené à me questionner pourquoi on dépense tant d'énergie et de ressources sur l'art, quelle est l'utilité de l'art. Et ces questionnements m'ont amené à retourner à faire une maîtrise que je n'ai jamais terminée, malheureusement, mais une maîtrise qui regardait l'étude de cas de Goldcorp et de la relation avec la nation Cri de Wemindji. Et puis, finalement, on a fondé la coalition Québec-Meilleure Mine lorsque j'étais aux études à la maîtrise il y a maintenant presque 13 ans. Et la coalition pour le Québec et Meilleure Mine existe depuis ce moment-là. Et Mining Watch Canada aussi. Je vais brièvement présenter les deux organismes, mais je voulais juste faire un peu ce détour-là pour montrer la trajectoire personnelle et professionnelle. Puis j'invite souvent les gens dans mes présentations, que ce soit de l'industrie ou du gouvernement à qui je parle régulièrement, ou des gens de la société civile, d'oser faire des choix plus cohérents avec nos valeurs et nos principes, même si ça peut être épeurant pour certains là, de faire le saut. Donc, la Coalition pour le Québec et Meilleure Mine, c'est un organisme qui regroupe une trentaine d'organismes, en fait, du milieu de l'environnement, du milieu citoyen, des syndicats, des grands syndicats, des syndicats de travailleurs comme le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, qui regroupe les inspecteurs, les inspectrices des ministères de l'Environnement et des Mines, d'ailleurs, le syndicat de la Centrale des syndicats du Québec, qui vit dans les régions minières, des travailleurs qui vivent dans les régions minières, puis qui connaissent bien la réalité. Et puis aussi, on a des gens de partout, là, des grands centres, des gens motivés qui veulent, dans le fond, des meilleures pratiques sociales, environnementales, économiques dans le secteur minier, protéger les droits des citoyens, les droits des collectivités. On n'a pas de membres autochtones, mais on collabore régulièrement sur des campagnes avec des partenaires autochtones. Ça a été le cas, par exemple, la photo que vous voyez ici là, sur la campagne pour un moratoire sur l'uranium il y a quelques années. On le fait aussi sur la question de la loi sur les mines actuellement au Québec pour réformer cette loi-là. Pour ce qui est de Mining Watch Canada, c'est très similaire à la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, mais il y a un champ d'action beaucoup plus large. Donc, on travaille à l'échelle nationale et internationale. Moi, je suis le coordonnateur du programme national, donc je travaille maintenant beaucoup ailleurs au Canada, surtout en Colombie-Britannique, un petit peu en Ontario avec mon collègue Jamie, et dans le nord du Canada. Mais disons qu'on a des capacités trop limitées pour pouvoir s'impliquer en profondeur avec substance dans toutes les régions. Mais je dirais que mes deux principales régions actuellement, c'est Colombie-Britannique et Québec. Et aussi au niveau fédéral, on intervient à certains niveaux, au niveau des lois fédérales. Donc, dans les deux cas, on accompagne des collectivités qui sont affectées par les projets miniers du mieux qu'on peut. Et aussi, on pousse les gouvernements pour des réformes politiques, pour des meilleures pratiques. Dans certains cas, on va aussi faire au niveau de l'imputabilité des entreprises. On va parfois même aller en cours contre des entreprises lorsqu'il y a violation des droits des personnes ou des droits humains. On va collaborer avec des groupes d'avocats quand on fait ce type d'action-là. Un petit peu d'activisme actionnarial, mais pas beaucoup. Donc, ça, c'est pour nos organismes. Je rentre dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans des recommandations ou des problématiques plus spécifiques au secteur minier puis à l'extractivisme, puis quelles possibilités, dans le fond, pour
pour un avenir post-extractiviste, je voulais quand même vous soumettre un certain cadre dans lequel on fonctionne ou avec lequel on réfléchit. D'ailleurs, moi, je vous invite, là, si vous avez des réflexions vous-même, si vous pensez que notre cadre, dans le cadre dans lequel on s'insère, que je vais vous présenter, est peut-être défaillant ou il manque des éléments, on va accueillir vos commentaires, vos suggestions. Mais cette première diapositive-là, c'est juste pour dire que, bon, on sait maintenant, c'était quand même une publication importante il y a une dizaine d'années par le Stockholm Resilience Center, les frontières écoplanétaires, si on veut. je les appelle comme ça. En anglais, c'est Planetary Boundaries. Donc, c'est pour rappeler que dans le fond, on fonctionne dans un univers fini, écologique fini, qui est la Terre, on le sait tous. Mais ces chercheurs-là ont bien articulé la problématique en identifiant, ici, ce que vous voyez à l'écran, le 9 grands, dans le fond, comme écosphères, si on veut, là, où ils ont, avec leur recherche, identifié qu'on était, dans le fond, on dépassait les limites écoplanétaires déjà au niveau de la biodiversité, au niveau de certains polluants comme le phosphore, les cycles de phosphore, etc. Et ça nous rappelle, dans le fond, que on est vraiment, l'humanité est vraiment à une croisée des chemins. C'est l'ère anthropocène, on le sait tous, on a un impact immense sur notre écosystème planétaire. Et à moins de changements drastiques, on s'en va dans le mur. C'est ça que la science nous dit. Puis pour moi, même qui travaille dans ce domaine-là depuis et qui essaie de changer les choses depuis plusieurs années, je me rends compte que, en tout cas, je vois qu'il y a encore beaucoup de déni, beaucoup de déni dans la population ou même chez les décideurs publics. C'est une réalité qui est difficile à appréhender, à comprendre, puis aussi, dans le fond, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses à une telle échelle. Mais il reste que c'est une réalité dont il faut absolument tenir compte dans nos réflexions et pour nos actions politiques et nos actions de mobilisation. Le deuxième élément, bon, ça c'était plus pour l'aspect écologique. Le deuxième élément, c'est au niveau de la justice sociale. Quelle justice? Bon, j'imagine que la présentation précédente en a fait état aussi. Donc, au-delà des limites écosystémiques, il y a la notion d'assurer un avenir plus équitable pour l'ensemble des habitants de la planète. Ce que vous voyez à l'écran, j'imagine que vous avez déjà vu ça, c'est les objectifs de développement durable des Nations unies là, qui ont été lancés en 2015, c'est assez récent, avec l'objectif de les atteindre là, pour la majorité d'ici 2030. Mais l'essentiel de mon message par rapport à ça, c'est que nous, comme d'ailleurs le Stockholm Resilience Center, là, les chercheurs dont je parlais tout à l'heure, jugent que ces objectifs-là sont peu réalistes et ils ne tiennent pas compte de la réalité écosystémique dans laquelle s'inscrivent les dynamiques sociales, les dynamiques humaines. Et à ce niveau-là, c'est un peu l'appel de plusieurs organismes actuellement à travers le monde et d'intervenants. C'est-à-dire qu'il faut quand même recentrer les objectifs de justice et d'équité en respectant les limites planétaires au niveau écosystémique. Et là, ils ont travaillé là-dessus, de Stockholm Resilience Center, au cours des dernières années pour essayer de voir comment on peut faire ça. Et il y a l'économiste Kate Raworth qui a lancé son fameux Donut Economics. Je ne sais pas comment le traduire en français, je pense que c'est un peu drôle comme titre, mais l'idée, c'est qu'il faut réinventer notre modèle économique en tenant compte de la limite écologique qui est le cercle externe là, que vous voyez. Donc, on ne peut pas dépasser, il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser, que ce soit au niveau de la biodiversité, changement climatique. On doit changer nos modes de production, de consommation, etc. Puis, au niveau social, c'est le cercle à l'intérieur. Il faut assurer une qualité de vie à l'ensemble des humains de la planète. Bon, il y a toutes sortes d'indicateurs, l'eau, la nourriture,
la paix, la justice, etc. Puis, ce qu'on voit là, brièvement ici, tout ce qui est en rouge, c'est qu'on échoue actuellement, ou on est en déficit. Donc, quand vous voyez en rouge au centre des déficits, c'est des déficits sociaux importants, puis plus la ligne rouge est grande au centre et plus elle se rapproche du milieu, plus les déficits sociaux sont grands et d'injustice et d'iniquité. Et à l'extérieur du cercle, tout ce qui est en rouge, c'est dans le fond tout ce qu'on dépasse au niveau écosystémique. Donc, autrement dit, le message, c'est on a une grosse job à faire au niveau planétaire. C'est un gros paquebot à virer. C'est pas évident. Mais il y a quand même de plus en plus, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a de plus en plus de scientifiques et d'intervenants qui disent il faut le faire. Tu sais. Mais je vais être bien honnête avec vous. Là, des fois, je me lève le matin puis je me demande vraiment où est-ce qu'on s'en va. Au niveau de les iniquités entre les riches et les pauvres, là, ça, c'est une autre grande tendance qu'on connaît bien. Un des récents rapports qui le démontre bien, c'est celui d'Oxfam là, de septembre dernier, Oxfam International, qui indique que, dans le fond, les 10% les plus riches de la planète émettent pratiquement autant de gaz à effet de serre que les 90% là, de reste de l'humanité. Et puis, quand on regarde les 10%, la définition, là, c'est nous, ça. C'est nous, c'est les Québécois, c'est les Canadiens, c'est les Européens, c'est les Américains. C'est le salaire là, du global, mondial, le top 1% là, à l'échelle mondiale, là, c'est 100 000 US. Puis après ça, le top 10%, c'est 35 000 US. Donc, c'est nous, ça. Donc, on a une immense responsabilité au niveau des impacts que notre mode de vie occasionne sur les écosystèmes planétaires, mais également sur l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est seulement un indicateur, c'est celui des gaz à effet de serre. On pourrait on aurait pu inclure ici toutes sortes d'autres indicateurs, mais c'est juste pour illustrer l'iniquité. Ici, cette diapo, toujours du même rapport d'Oxfam de septembre dernier, les différentes émissions par catégorie de secteur économique du top 1% les plus riches versus le top 10% les plus riches. En noir, ce que vous voyez, c'est les émissions liées au transport aérien. En vert, les transports terrestres. L'autre vert, qui est à côté du premier vert, c'est le logement, etc. Le message que je voulais vous livrer, c'est que quand on regarde la barre du bas, qui est le 10% des plus riches, donc ça, c'est nous, les Québécois, les Canadiens, les Européens, hein, on se rend compte que le secteur des transports et le secteur, dans le fond, de l'habitation, du logement, de l'habitat, c'est des grands émetteurs. Là. Si on regarde, c'est presque la moitié, c'est ces deux secteurs-là à l'échelle mondiale. Mais ça donne aussi que c'est des grands secteurs qui consomment beaucoup de matériaux, de métaux et de minéraux. Donc, c'est pour ça que je voulais vous souligner ça. Il y a comme une convergence, il y a une superposition entre les émissions de gaz à effet de serre et l'intensité matérielle au niveau du transport terrestre et de l'habitation. On va y revenir. Et donc, en 2019, le Programme des Nations Unies a fait un appel. Ce n'est pas la première fois, mais disons que cet appel-là, c'est comme s'il avait été crié sur les toits un petit peu plus fort. Il a lancé un appel international à dire, écoutez, là, au niveau de l'utilisation des ressources, il faut absolument virer le bateau parce qu'on s'en va, comme je disais tout à l'heure, on s'en va dans le mur. Puis, dans le fond, il appelait tous les États à dire il faut non seulement réduire les émissions de gaz à effet de serre, là, mais il faut aussi réduire la consommation des ressources minérales, matérielles, des métaux, etc. Donc, un appel. Et pour illustrer un peu l'ampleur de l'augmentation de l'extraction des métaux dans les 50 dernières années, le rapport souligne certaines statistiques. Bon, on regarde, et désolé pour l'anglais, là, mais c'est tiré directement du rapport. En 1970, dans le fond, on a pratiquement triplé, quadruplé
l'extraction des métaux en 50 ans et on est appelé à encore doubler, voire peut-être tripler dans les prochaines décennies. C'est ça la trajectoire actuelle. Actuellement, on estime les émissions de gaz à effet de serre liées à l'ensemble des métaux extraits sur la planète à 10 bon, il y a d'autres indicateurs là que je vais laisser, là, mais tout ça pour dire que, encore une fois, il faut prendre conscience de la trajectoire sur laquelle on est si on veut mieux pouvoir changer de direction. Comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, le gros de la consommation, de l'utilisation des métaux et des matériaux sur la planète se décline principalement dans 2-3 grands secteurs. Mettons, les deux plus principaux, c'est tout ce qui est urbanisation, construction de nouvelles villes, expansion étalement urbain d'ailleurs, expansion des infrastructures routières qui accompagnent cet étalement aussi. Ça c'est très, très matériaux-vore. Beaucoup de métaux et de matériaux sont exigés pour ça. Donc, une grande partie de ça, c'est le secteur de l'habitation, mais c'est aussi le secteur des transports. Mais c'est pas juste ça. Il faut se rappeler, par exemple, que puis là, si on regarde différents métaux, comme par exemple, si on prend l'or qui est très différent au niveau du fer, du nickel, au niveau de son utilisation, l'or, c'est les produits de luxe à 90% avec les produits financiers, alors que c'est une mine sur 4 au Canada, c'est une mine d'or. Une mine sur 4 dans le monde aussi. Donc, c'est assez hallucinant. Donc, ça peut aussi nous amener à réfléchir sur, bon, ben si on a besoin de certains métaux, certains minéraux pour faire certaines choses, mais peut-être qu'il y a d'autres métaux qu'on n'a pas de besoin, qu'on ne devrait même pas toucher. Et l'or, c'en est un exemple. Je poursuis. Une autre tendance qu'on observe, c'est au niveau du recyclage des métaux. On est médiocre, en fait, à l'échelle internationale. Et au Canada, on est nul. L'OCDE a publié un rapport en 2017 qui avait placé le Canada comme le pire pays du G7 au niveau de la réutilisation des recyclages des métaux. Et dans le fond, ce qu'on voit dans les deux tableaux, les deux graphiques ici, là, les deux images, celle à gauche, taux de recyclage des produits en fin de vie. Dans le fond, tout ce qui est en rouge et en orange, là, il y a beaucoup de travail, c'est moins de 50% de recyclage. Et ce qui est à droite, c'est dans le fond, quel est le taux d'éléments, c'est-à-dire, mettons, quand on fait un nouveau produit, que ce soit une voiture, que ce soit un produit électronique, quel est le pourcentage des métaux recyclés qui se retrouvent dans ces produits-là? Et ça appelle aussi à des politiques. Il y a certains pays qui exigent qu'il y ait un minimum de taux de recyclage dans les nouveaux produits fabriqués. Donc, c'est deux données statistiques différentes. On pourrait y revenir dans la période des questions là-dessus. Je vais passer cette diapo-là. C'est aussi pour dire il y a beaucoup de travail à faire au niveau du recyclage, possiblement pour justement éviter d'avoir à extraire des nouvelles mines, dans le fond. C'est ça qu'on veut éviter là, le plus possible. Maintenant, une autre tendance, et c'est le sujet beaucoup ce soir, je pense, c'est les nouvelles technologies dites propres d'énergie renouvelable. Mais ce que vous voyez maintenant, c'est un peu un historique là, schématisé dans le fond, l'expansion de l'extractivisme au cours des 300 dernières années. Donc, plus on avance dans l'histoire de l'humanité, plus on extrait de plus en plus de types de métaux, de matériaux pour des nouvelles technologies. Puis qu'on dit plus efficace, et de tout temps, hein, si vous regardez les tendances, ça a toujours été ça, décennie après décennie. On dit toujours qu'on améliore la technologie, qu'on est plus efficace, que c'est moins énergivore. On répète ça à toutes les décennies. Mais les impacts, eux, diminuent pas au niveau absolu. Donc, oui, aujourd'hui, pour prendre un exemple un petit peu bête, là, mais oui, aujourd'hui, on produit un baril de pétrole là, de bitumineux avec moins d'énergie qu'il y a 20 ans, mais il reste que donc c'est plus efficace au niveau énergétique par baril, mais il reste que c'est sale. Donc, c'est un peu la même logique dans d'autres technologies. Bon, c'est juste une image ici pour illustrer que même les éoliennes là, consomment énormément de métaux et de matériaux. Là.
que ce soit le cuivre, l'aluminium, les terres rares, zinc, molybdène, c'est des tonnes et des tonnes de métaux. Donc, je pense que oui, il y a un avantage clair à sortir du pétrole et du gaz, là, parce que les produits fossiles, au niveau de la lutte au changement climatique, il faut le faire. Mais il faut se rappeler qu'en faisant ça, ben, on remplace toute l'infrastructure pétrolière par une nouvelle infrastructure minérale. Et puis, c'est pas vrai qu'on va y arriver là, si on n'essaie pas de réduire à la source d'abord les besoins en énergie. La Banque mondiale elle-même, qui est plutôt un organisme conservateur, qui a connu des hauts et des bas à travers les années, mais elle-même, elle publiait en 2020 là, un rapport qui rappelait le fait que les technologies là, d'énergie renouvelable, de stockage de l'énergie dans les voitures électriques, etc., ça va exiger beaucoup de minéraux et de métaux. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les prédictions, selon la Banque mondiale, des différents métaux et minéraux qui vont être nécessaires d'ici 2050 pour atteindre les objectifs de Paris, de l'accord de Paris. Hein, aujourd'hui, c'est le sommet là, Biden sur le climat, là, les 40 grands États qui se rassemblent pour établir des nouvelles cibles. Là. Établir des cibles, c'est facile sur papier. Les rencontrer, c'est une autre chose. Mais une chose est certaine, c'est que actuellement, c'est vraiment pas sur le radar des décideurs publics de se soucier de l'impact de l'extraction qui va être associée à cette transition énergétique. On n'est pas encore là au niveau de la sensibilisation du public ou des décideurs. Mais ce qu'on constate, la barre du haut, c'est la barre du scénario le plus ambitieux. Mettons qu'on réussit à limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, voire 1,5. Ça, c'est le scénario optimiste va requérir beaucoup plus de métaux et de matériaux que les scénarios plus pessimistes au niveau des technologies, là, surtout pour l'éolienne, le solaire et surtout pour les voitures électriques, là, parce que c'est ça qui demande beaucoup de ces matières-là. Enfin, une autre tendance, c'est la dernière, je vais vous souligner, je crois que c'est ma dernière, ouais, c'est qu'on remarque qu'au fil du temps, la qualité et la teneur des gisements de métaux qu'on extrait diminue. Autrement dit, ce qu'on extrait aujourd'hui, c'est à beaucoup plus faible teneur que ce dont on extrayait il y a encore 20, 30, 40, 50 ans, voire plus. Et là, c'est un exemple que vous voyez ici pour l'or, mais on aurait pu le faire pour toutes sortes d'autres métaux, ça aurait été les mêmes tendances, sur 4 continents différents, États-Unis, Australie, Brésil, Afrique du Sud. Et ce qu'on se rend compte depuis 150 ans, c'est que la teneur des métaux qu'on extrait du sous-sol est en diminution, donc la qualité baisse. Et ça signifie qu'on génère de plus en plus de déchets pour chaque tonne extrait. C'est aussi plus intense sur le plan énergétique et aussi sur la consommation de l'eau et de l'empreinte sur les territoires. Donc, le coût environnemental est de plus en plus élevé pour la même quantité de métaux qu'on utilise. Puis, ça, c'est la même image, je voyais à gauche, que j'ai montré tout à l'heure, mais ce qu'on comptabilise jamais encore, même au niveau des Nations unies, ou même, je dirais, au niveau du Québec, du Canada. Au Canada, il a commencé à le faire, là, mais au niveau du Québec, il ne le fait pas. C'est qu'on ne comptabilise jamais les déchets miniers qui sont produits. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'industrie minière génère énormément de déchets miniers. C'est en fait l'industrie en Amérique du Nord qui génère le plus de déchets, très, très loin devant toutes les autres industries et très loin devant même les déchets domestiques ou les déchets municipaux. D'ailleurs, cette image qu'on a compilée à Mining Watch Canada l'année dernière, ça montre la proportion des déchets miniers générés ces dernières années par rapport aux déchets
produits par l'ensemble des municipalités du Canada, des citoyens et des autres industries. Donc, alors que les municipalités, les citoyens puis les autres industries généraient 25 millions de tonnes de déchets domestiques par année au cours des dernières années, ben, l'industrie minière, elle, en générait 800 millions de tonnes. Et ça, c'est très peu connu du public, je dirais même des décideurs publics. Mais gérer les déchets miniers, dont une grande partie est toxique, c'est un défi immense du point de vue technique, financier et environnemental. C'est un leg, c'est un coût qu'on laisse aux générations futures. C'est un déficit écologique. C'est inéquitable de notre point de vue. Donc, c'est une autre raison pour laquelle il faut s'activer à trouver des solutions pour davantage virer vers un futur, un avenir post-extractiviste. Les déchets miniers, c'est des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de tonnes dans chacun des sites. Et bien sûr, il y a des risques de contamination des eaux de surface, des eaux souterraines. Ici, ce que vous voyez, c'est le déversement minier de la mine Mount Polley en Colombie-Britannique en 2014, donc ça fait à peine 5 ans, 5-6 ans. Ben là, ça fait 6 ans maintenant. Ce déversement-là, c'était le plus grand du Canada. C'est assez récent. Ça a affecté quand même, ça a détruit 10 km de territoire en aval. Les résidus miniers se sont retrouvés dans le lac Quesnel, qui est un immense lac avec une eau d'une extrême pureté, qualité. Les nations autochtones touchées, la nation Kisatsul de Secwepemc était dévastée. Et aussi les résidents locaux. Encore aujourd'hui, on travaille avec les citoyens qui ont été affectés par ce déversement pour trouver justice. Les déversements miniers, bien sûr, on a entendu beaucoup parler des déversements miniers au Brésil ces dernières années, le cas de Samarco, mais aussi, il y en a eu quelques-uns, dont celui en 2019, qui était vraiment catastrophique avec plus de quasiment 300 morts. Brumenindo, je crois. J'essaie de trouver j'essaie de me souvenir du nom exact et je l'oublie. J'imagine que Daniela pourrait m'aider tout à l'heure. Brumadinho. Brumadinho, merci. Je cherchais le nom. Et il y a aussi aux États-Unis des déversements qu'on n'a pas vus, qui ont fait un peu les manchettes, mais pas tant au Canada ces dernières années, dont celui de la mine Gold King au Colorado, qui avait quand même affecté la rivière Colorado sur des dizaines de kilomètres. Vous voyez les couleurs orangées là, de l'acidité des résidus. Et au Québec aussi, on en a connu notre part de déversement minier. C'est dans la dernière décennie. Ça, c'est des images de déversement de Chapet en juin 2008. Ça remonte quand même un peu. Ou ceux des déversements de la mine Lac Bloom en 2011-2012, qui avait affecté quand même 14 lacs en aval. Souvent, les sites miniers aussi sont loin des citoyens, loin des villes, loin des yeux. Donc, on ne voit pas toujours les impacts là, de cette industrie. En 2017, les Nations unies ont publié un rapport justement sur les risques de déversement minier à l'international. Il y a une préoccupation grandissante pour agir et prévenir les déversements qui peuvent être catastrophiques et mortels, là, comme on l'a vu au Brésil, notamment, surtout là, ces dernières années. Mais il faut se rappeler que ces déversements, ils arrivent partout sur la planète. Ça, c'est vraiment un sommaire là, des déversements des dernières années. Il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, il y a un site Internet, pour ceux qui s'intéressent, qui s'appelle le World Tailings Failures. Si tu googles ça, là, tu vas le trouver, là, qui répertorie tous les déversements à l'échelle mondiale avec des détails statistiques sur l'augmentation des cas actuellement. Bien sûr, ça affecte la qualité de l'eau, les déversements, mais même sans déversement, il y a des risques au niveau de la toxicité des résidus. Et puis, ici, en 2019, la vérificatrice générale du Canada a publié un rapport
sur le contrôle de la pollution des eaux minières au Canada. Et elle a été très sévère sur plusieurs points. D'abord, trop peu d'inspections sont faites. 35% des mines de métaux au Canada n'avaient même pas fourni les données de contaminants et d'impact sur les habitats aquatiques. Donc, ça, c'est en contravention de la loi. Ils sont obligés normalement des données. 117 mines non métalliques ne sont pas assujetties au règlement actuellement. Donc, il y a une faille là, au niveau de l'encadrement qui est importante. La vérificatrice a aussi souligné que lorsque des compagnies contaminaient des milieux aquatiques, il y avait peu ou pas de conséquences, peu ou pas de sanctions. Donc, dans le fond, un régime peu efficace pour prévenir la pollution et un manque de transparence globale. Mais nous, une des études récentes qui nous frappe, qui nous marque, qui nous a marqué, c'est celle d'Environnement Canada en 2017. Environnement Canada avait conclu que 76% des mines de métaux au Canada, donc les 3/4, occasionnaient des pollutions telles que l'habitat du poisson, les habitats aquatiques étaient affectés négativement, dans certains cas, très négativement. Donc, oui, souvent on dit, le Canada, c'est un exemple au niveau de l'environnement, au niveau minier. C'est souvent comme ça que l'industrie va dépeindre le Canada à l'échelle internationale. Mais on a beaucoup à faire ici aussi au niveau de l'encadrement environnemental. Enfin, Maude, comment je vais pour le temps? Ça va très bien pour le temps. Il te reste justement 6 minutes. OK. Merci. Donc, au-delà des impacts environnementaux, des déchets miniers, la qualité de l'eau, etc., bien sûr, il y a des impacts sur les collectivités, il y a des enjeux d'aménagement du territoire, conservation du territoire, les droits autochtones, etc. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une carte du Canada qui montre en rouge les titres miniers. Et c'est une carte qui date un peu là, de quelques années maintenant. Mais c'est juste pour illustrer que avec les cycles des métaux, d'ailleurs, les prix des métaux, là, les aléas, donc plus les prix sont élevés, plus on va avoir tendance à avoir des claims miniers apparaître sur le territoire. Donc, les collectivités qui sont surtout autochtones, là, qui occupent beaucoup de territoire, sont directement touchées par cette réalité. Puis c'est quand même assez étendu, comme vous pouvez voir. Ce n'est pas seulement quelques titres miniers ici et là. Ça peut s'étendre sur de vastes territoires. Et ça a des impacts directs sur d'autres utilisations possibles du territoire. Que ce soit, par exemple, des objectifs de conservation. Vous savez que le Canada est supposé de conserver 30% d'ici 2030 là, de son territoire. Dans certains cas, ça devient impossible à cause de la présence de titres miniers. On le voit, par exemple, les groupes avec lesquels on travaille en Abitibi-Témiscamingue essayent de protéger 17% du territoire, qui était l'objectif international du Québec à atteindre l'année passée. Mais en Abitibi, ils sont à 8%. Bon, ils ont des projets potentiels jusqu'à 12%. Donc, il y a un gros déficit. Puis, ce qui bloque beaucoup, c'est la présence de titres miniers qui empêchent la création de nouvelles aires protégées. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, vous pouvez multiplier les exemples de d'autres utilisations du territoire autochtones, notamment des pratiques traditionnelles, ancestrales, des sites culturels, etc. Et justement, au niveau des droits autochtones, un des gros enjeux au Québec puis au Canada en général, c'est que les lois minières ont des racines coloniales qui n'ont pas été corrigées, n'ont pas été rectifiées. Donc, on est toujours dans plusieurs endroits au Canada sous un régime du free mining. Donc, un peu premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet à l'aide d'un clic, d'une souris et de $50 ou d'une carte de crédit, dans le fond. On peut aller claimer le territoire du Québec. Ce soir, si vous voulez, on pourrait s'amuser, par exemple, à claimer, je ne sais pas moi, le chalet d'Isabelle, si elle a un chalet, je ne sais pas. Non, mais c'est juste pour dire comment c'est facile et c'est carrément
inconstitutionnel de l'avis de plusieurs avocats et juristes par rapport aux droits autochtones. Bon, il y a des droits inhérents autochtones que les Autochtones se donnent eux-mêmes et qui sont très importants. Il y a des droits constitutionnels qui sont reconnus par la Constitution canadienne. Il y a des droits internationaux aussi. Donc, les droits, mais même au niveau des droits constitutionnels, qui ne sont pas les droits les plus forts, là, la loi sur les mines ne respecte pas. Normalement, avec la Constitution du Canada, il faut informer, consulter, accommoder au minimum les nations autochtones lorsque leurs droits sont affectés. Le simple fait d'aller claimer des territoires sans informer, sans consulter, c'est, de l'avis de plusieurs juristes, inconstitutionnel. Encore pire, le fait de pouvoir aller avec des foreuses, faire du forage sur des territoires autochtones sans les informer, sans les consulter, c'est aussi inconstitutionnel. Donc, actuellement, il y a la nation algonquine du lac Barrière au Québec qui conteste la loi sur les mines du Québec sur ce plan-là, notamment avec le Centre québécois du droit de l'environnement. Mais il n'y a pas seulement que les nations autochtones qui sont touchées par la réalité minière, puis je dirais par la réalité du boom des minéraux là, pour le graphite, le lithium et autres minéraux là, pour les batteries de voitures électriques surtout. Là. Il y a des communautés non autochtones, des municipalités, et ces dernières années, une des communautés avec lesquelles on travaille beaucoup, travaillé, c'est Grenville-sur-la-Rouge, qui est dans la vallée, dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, là, entre Ottawa et Montréal. Canada Carbone, qui est la compagnie qui vise un projet de graphite, a poursuivi la petite municipalité là, d'à peu près 2-3 000 personnes de 96 millions, pour 96 millions parce que la municipalité a passé un règlement qui voulait interdire, dans le fond, l'activité minière dans un milieu de villégiature, de récréotourisme qu'il valorisait beaucoup. Ça a beaucoup fait les manchettes, ce cas-là. Disons qu'il y a une forte mobilisation citoyenne. Vous voyez des exemples. Il y a une mobilisation aussi au niveau du conseil municipal. Quelque chose qui était surprenant et impressionnant dans cette mobilisation, c'est que les citoyens, dans le fond, ils ont pris le contrôle du conseil municipal. Ils se sont mobilisés d'une telle façon qu'ils ont chassé l'ancien conseil municipal qui était là, qui avait donné un peu qui avait ouvert la porte au projet minier. Et eux se sont engagés à devenir le nouveau conseil élu. C'est eux que vous voyez en bas à gauche. Mais avant que ça se produise, il y avait eu des fortes mobilisations citoyennes sur le terrain, des marches, etc. Et ça fait au moins 3 ans, presque 4 ans maintenant qu'ils se mobilisent toujours. Oui, bon, il y a eu une entente hors cours, mais ce n'est pas fini. Je pourrais y revenir dans la période des questions. Un autre cas, c'est le Nouveau Monde Graphite, qui est un immense projet de mine à ciel ouvert de 2,7 km de long. C'est à peu près la même longueur que le projet de Canadian Malartic, ceux qui connaissent le projet Canadian Malartic au Québec. Ce serait une immense fosse à ciel ouvert. Ce serait moins large que le Canadian Malartic, mais ça serait aussi long. Et c'est dans un milieu, encore une fois, récréo-touristique, villégiature, entre le Parc national du Mont-Tremblant et le Parc régional du Lac-Taureau. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez à l'écran. À gauche, en vert pâle, c'est les limites du Parc national du Mont-Tremblant. Et à droite, en haut à droite, en vert pâle, c'est le Parc régional du Lac-Taureau. Et le site minier, lui, il est en rouge, là, il est schématisé en rouge. Et il y a la rivière Matawan qui s'écoule dans le Grand Lac Taureau. Donc, il y a beaucoup de préoccupations au niveau de la qualité des eaux et aussi au niveau de l'impact sur la villégiature dans ce secteur-là. Donc, il y a eu une bonne mobilisation citoyenne locale, regroupée sous la bannière de 2 organismes principaux, l'Association de protection du lac Taureau et la coalition des opposants au projet minier à Haute-Matawini. Mais disons que il y a une division sociale assez profonde là, actuellement sur le terrain. C'est pas tout à fait comme à Grenville-sur-la-Rouge, là, il y a une forte mobilisation assez unanime contre le projet. Ici, on est dans une situation de division sociale où une bonne partie de la population est en faveur du projet.
une bonne partie aussi de la population, surtout des villégiateurs, mais pas juste des villégiateurs, il y a aussi des résidents permanents qui, eux, sont contre. Et la municipalité, elle, a pris fait et cause pour le projet. Là, on voit en haut à droite le maire de la municipalité avec le président directeur général de la compagnie. Et au niveau de la nation Atikamekw de Manawan, qui est le chef Paul-Émile Ottawa que vous voyez ici en bas à droite, jusqu'à présent, ils ont pas consenti au projet. Ils ont manifesté leur grande préoccupation face au manque de considération et de consultation. On a collaboré avec tous ces organismes au cours des dernières années, des derniers mois. J'arrive à la fin. Donc, si vous voyez un peu le regroupement, là. Et le dernier cas que je vais juste souligner, qui est le cas des Sayona Mining lithium, cette fois-ci en Abitibi-Témiscamingue. Et on va avoir notre collègue Rodrigue Turgeon qui va venir faire une présentation la semaine prochaine sur le sujet. Mais juste pour souligner que dans ce cas-ci, il s'agit d'un projet de lithium qui est situé près d'un estuaire d'eau potable. Ce que vous voyez à l'écran, les deux cordons noirs ou gris foncé qui descendent du nord vers le sud, ce sont des formations géologiques qu'on appelle des estuaires. C'est comme des grands bancs de sable, des cordons de sable qui font des centaines de kilomètres et qui regorgent d'une eau d'une grande pureté, d'une grande qualité, parce que filtrée justement sur des centaines de kilomètres. Et il y a un projet, celui de Sayona Mining Lithium à gauche, là, qui tente de s'implanter juste à côté. Ça a suscité une forte mobilisation régionale. Ce n'est pas le seul projet de lithium, il y en a un deuxième qui est aussi non loin d'un autre escar, celui de North American Lithium, qui est présentement en faillite, ou en reprise de faillite, si on veut. Mais pour ce qui est de Sayona Mining, ça a vraiment suscité une forte mobilisation régionale, comme moi, j'en avais jamais vu là, par rapport à des projets miniers. Il y a une grande fierté par rapport à l'eau et à la qualité des eaux des escars en Abitibi-Témiscamingue. Donc oui, c'est une région qui est minière, là, avec quasiment un emploi sur 5 qui est lié au secteur minier, mais c'est aussi une région qui est très fière et qui veut protéger la qualité de ses eaux. Et jusqu'à maintenant, là, la mobilisation a eu raison du projet, mais ce n'est pas fini. Il va y avoir un bureau d'audience publique sur l'environnement plus tard cette année. Est-ce que le gouvernement du Québec va autoriser ou non le projet? Ça reste à voir. Mais la compagnie dit que c'est pour un projet vert pour les voitures électriques, donc on devrait aller de l'avant. Donc, ça, c'est le paysage. OK, conclusion. Quelle solution? Là, on vient d'avoir toutes sortes de problèmes. Y a-t-il des solutions? OK, je sors la baguette magique. Attention, vous êtes prêts? OK, premièrement, si on veut, dans le fond, viser des solutions à la fois sobres en carbone et sobres en matériaux, à notre avis, il y a des mesures structurantes, il y a des axes stratégiques qu'il faut absolument viser. Stopper, puis je vais y revenir, mais vous vous en doutez, je vais aussi inclure là-dedans là, changer notre mode d'économie capitaliste. Là. Ça, c'est la dernière, je vous dis tout de suite, ça sent bien. Mais avant qu'on arrive à lui, stopper l'étalement urbain. L'étalement urbain est très, très néfaste à tous les points de vue, à la fois sur le plan du carbone, mais à la fois sur le plan des matériaux. Vous pouvez imaginer la construction de tous les réseaux routiers, d'aqueducs, d'électricité et la faible densité des habitations, surtout en Amérique du Nord. C'est très, très matériaux-vore. Okay? On peut le dire comme ça. Et stopper l'étalement urbain, en particulier au Québec puis au Canada, une chose qui doit être faite absolument, c'est de revoir complètement la fiscalité municipale, parce que la fiscalité municipale dépend à 60, 70, dans certains cas, plus que 70%, dépend du développement du territoire. Donc, de développer des nouvelles résidences, des nouveaux immeubles. C'est les taxes foncières, dans le fond, qui drive beaucoup cet étalement urbain-là, avec les lobbies des développeurs. Donc ça, tant qu'on n'aura pas un système comme un peu en Europe où on fait des transferts
de taxes vers les municipalités, les municipalités vont toujours être dépendantes ou plus vulnérables face au lobby. J'accélère. Ouais, une petite minute, mettons, mais je suis sûre qu'on va te poser des questions sur la suite des solutions. Oui, OK. OK. Limiter l'auto-solo par des lois. Donc, ici, le message, c'est de dire qu'il ne faut pas juste des véhicules à zéro émission. Il faut commencer à réduire le nombre de véhicules sur les routes parce que ce soit électrique ou à essence, on va toujours avoir des congestions, comme vous voyez, et les infrastructures routières sont très matériaux-vares également. Troisièmement, des transports collectifs à grande échelle et gratuits. Il faut être ambitieux. Si on veut convaincre les gens de se débarrasser de leur voiture et de limiter les infrastructures routières qui viennent avec, il faut leur offrir quelque chose d'efficace et de pas cher. Et ça prend du courage et ça prend de l'argent. 4, politique zéro déchet au niveau des métaux et minéraux. Grand gaspillage, j'en ai parlé un peu. Le Canada est le pire du G7. Il y a là un chantier qu'on pourrait développer. Et ça pourrait, selon nos estimés, peut-être éviter de faire une mine sur 4, une mine sur 3 pour certains minéraux. 5, ne pas miner des minéraux ou des métaux dont on n'a pas de besoin, ou par exemple les métaux minéraux de luxe comme l'or. Ici, vous voyez une photo là, de la Banque centrale de l'Angleterre, des milliers de beaux lingots d'or qui ne font absolument rien. Mais l'extraction de ces lingots d'or-là a dévasté des dizaines et des dizaines de communautés à travers le monde et a laissé derrière des centaines de millions, voire des milliards de tonnes de déchets miniers. Donc, ça n'a aucun bon sens. Numéro 6, substitution des matériaux. Lorsque c'est possible, par exemple, le bois pour des grandes infrastructures au lieu du métal, du fer. Mais encore une fois, ce n'est pas une solution magique. Le bois, ça vient d'une forêt, puis c'est un écosystème. Donc, si on veut faire plus de substitution au niveau des structures comme ça, il faudrait commencer par réduire l'utilisation du bois pour les cartons. Là. Il y a énormément de gaspillage dans les cartons et le papier. Si on faisait ça, peut-être qu'on pourrait se permettre de substituer le métal par du bois dans des grandes structures. Et finalement, changer de modèle économique. Par où on commence? Puis ça, je vous invite à nous soumettre des suggestions parce qu'on commence un travail là-dessus à développer une réflexion puis des positions plus solides. Mais ce qu'on a répertorié autant à gauche qu'à gauche, c'est de se débarrasser du PIB et dans le fond, de peut-être aller plus vers d'autres indices comme celui de progrès véritable de Harvey Mead, lancé il y a quelques années, où on considère d'autres choses que juste la stricte mesure de croissance économique. Mais plus généralement, d'avoir un vrai chantier de décroissance planifiée. Comment qu'on peut amener des politiques qui vont ou des modes de vie ou encourager des mouvements citoyens, des réseaux citoyens locaux, régionaux pour une décroissance là, de nos matériaux, de notre énergie, nos modes de vie. Merci. Merci, Hugo. C'était vraiment intéressant de voir la matérialité. On l'oublie même au niveau des politiques que nous, on met de l'avant, puis des idéaux. Puis je trouve que ça me rappelle, c'est ça, la matérialité, puis cette notion-là aussi que plusieurs militantes autochtones ramènent de toutes nos relations. C'est comment on respecte toutes nos relations et aussi au niveau matériel. Et ça nous met en relation avec la présentation de Francesca, avec toutes les formes de vie dans cette transition-là. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau matériel, il y a vraiment des gros défis, mais aussi, comme tu le nommes, au niveau politique et économique. Nous amorçons une période de questions qui se terminera, je l'annonce à tout le monde, à 19h52, puisque nous devons terminer avant 55 pour une personne qui doit quitter. Donc, je vous invite à inscrire vos questions dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main, j'imagine. On n'est pas là 200. Là. Si vous vous engagez à être concis lorsque vous posez une question, pas comme je suis en train de faire là, j'imagine que vous pourriez la poser vous-même, votre question. Sur ça, il y avait une personne qui avait
déjà inscrit sa question préalablement. C'est Pascal Félisa qui avait une question pour Francesca. Est-ce que tu veux la poser toi-même ou est-ce que je te la rappelle? Je vous la rappelle. Non, 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 c'est bon. Oh, il faut la poser. Mais elle est très courte. Il y a peut-être des questions plus intéressantes. Mais non, elle est très bien. Alors, la question pour Francesca, est-ce que vous avez des liens avec des luttes semblables, par exemple, en Europe? Mais ça peut nous amener aussi à quelque chose de plus large, à savoir les résistances à l'extractivisme. On les connaît effectivement un peu plus en Amérique latine. Il y a des mouvements très, très forts. On dirait qu'on connaît moins déjà ceux au Canada, puis ceux en Europe, très, très peu. Y en a-t-il? En connaissez-vous? La question pour Francesca, mais dans le fond, Hugo, peut-être que tu as une opinion là-dessus aussi. Une information, que dis-je, une opinion. Attends, relance-moi, Maud. J'étais distrait par tous les commentaires du chat. Mais oui, c'est correct. Prends le love. La question, c'était à savoir, est-ce que c'est des enjeux aussi les luttes anti-extractivistes, est-ce que c'est des luttes qu'on voit aussi en Europe? On demandait s'il y avait des exemples en Italie. Oui. La réponse, oui, mais disons, moi, je ne travaille pas beaucoup en Europe. Puis Mining Watch Canada peu. Mon collègue Jamie Neen, il est en communication avec des gens en Turquie, notamment, Grèce. J'essaie de me souvenir récemment, surtout Turquie et Grèce, là, je dirais dans les 2 dernières années. Il y a des communautés là, qui se mobilisent beaucoup là, face à des projets, des minières canadiennes d'ailleurs, là, Alamos Gold et Centura, une minière aussi qui opère à Val-d'Or, là, celle qui opère la mine Sigma à Val-d'Or actuellement, j'oublie le nom, là, j'ai un blanc, là, mais bref, elle est tous implantée. Donc, oui, de la mobilisation, puis des fois même très, très forte mobilisation. En Grèce, dans les 5 dernières années, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans la rue contre un projet d'art. C'était hallucinant. En fait, beaucoup plus qu'au Québec ou au Canada, là, face à l'industrie minière, des mobilisations beaucoup plus fortes. Je ne sais pas si ça répond en partie à la question. En partie, mais la question s'était posée d'abord. Vous pouvez y aller, là, Mme Filisa. Moi, je voulais juste dire que je connais au moins en Italie, il y a l'aune est maintenant bien inappropriable. Là, on peut pas, suite à une lutte du temps de Berlusconi, il y a quand même un commun qui est déclaré. Puis je crois qu'il y a au moins quelques villes en France qui ont suivi. Merci. C'est ça, parce que les mouvements dont Francesca nous faisait part, il y a vraiment le féminisme anti-extractiviste, des féminismes anti-extractivistes, c'est notamment aussi de défense des eaux et des territoires. Donc, c'est au-delà d'une lutte contre telle ou telle minière, il y a quelque chose de plus vaste qui s'établit en termes de défense des eaux et des territoires. Tira l'écouter, ça va être en ligne. C'était vraiment intéressant. Est-ce que, Francesca, vous voudriez ajouter sur cette question-là au niveau ailleurs dans le monde, des mouvements similaires qui ont des connexions intimes entre les différents dossiers? Francesca qui a fermé sa vidéo parce qu'elle avait la connexion instable. Hein, on sait que ça arrive. Moi, je pourrais... Oui, vas-y. Je pourrais peut-être ajouter qu'en Europe aussi, on voit... il y a quand même un réseau, on fait partie d'un réseau international d'organismes et de chercheurs qui s'intéressent à cette question là, de post-extractivisme, surtout à la lumière là, du boom là, des minéraux pour les énergies renouvelables là, actuellement. Là. Puis en Europe, il y a des organismes comme War on Want qui viennent de publier il y a 2 semaines un rapport sur ce sujet-là, qui est intéressant, vers une transition post-extractiviste. Il y en avait publié un l'année passée aussi, donc War on Want. Si vous voulez aller voir ça, je pourrais peut-être partager le lien avec vous par après. Puis, il y a une grande réflexion européenne aussi, à savoir, c'est-à-dire à 2 niveaux, à plusieurs niveaux, mais un des niveaux, c'est que ceux qui veulent maintenir la structure capitaliste un peu actuelle, là, c'est qu'ils se soucient d'un approvisionnement là, de minéraux critiques et stratégiques puis là, ils veulent qui viennent beaucoup de l'Afrique ou de l'Amérique latine. Donc là, il y a une réflexion à savoir comment
assurer cet approvisionnement-là pour l'Europe, tout en respectant les droits humains. Fait que là, il y a des démarches actuellement, par exemple, des organismes comme Sherpa en France, qui est très, très actif, pour avoir, dans le fond, des lois extraterritoriales qui permettraient de poursuivre des entreprises européennes en Europe pour des violations de droits humains internationales. Puis il y a ce mouvement-là qui s'en vient au Canada aussi, tranquillement, mais il est plus avancé en Europe. Mais voilà. Il y a aussi, on voit que l'industrie, comme au Québec et au Canada, en Europe, pousse aussi la rhétorique. Il joue sur cet aspect-là d'équité internationale, de justice internationale pour dire, ben écoutez, puisque c'est nous qui consommons ces ressources-là, on devrait les extraire ici, sur notre territoire, et pas impacter les autres. Donc, l'industrie joue sur ce front-là aussi, là, actuellement. Voilà. Ben oui, puis c'est un front qui nous a laissé aussi perplexes. Je dis front parce que dans toutes ces organisations, je ne dis pas que le Front commun pour la transition énergétique ici au Québec a une ampleur internationale, mais s'inscrit quand même dans cette idée de que propose-t-on qui peut être à la fois écologiquement et socialement responsable dans ces cadres-là de différents impératifs. Et on voit là, que la marge du beigne est somme toute étroite et peu facile à atteindre, cette idée-là de responsabilité, de dire on ne veut pas délocaliser l'empreinte écologique, on ne veut pas délocaliser l'empreinte climatique, donc assumons-la nous-mêmes. Mais là, on se rend compte que l'assumer nous-mêmes, c'est pas simple et que peut-être qu'on était matériellement plus lourd qu'on ne le croyait. Si je retourne dans les questions qui avaient été soumises et Francesca dont la connexion nous avait quittés, maintenant Oui, revenue. je suis ici. Vous m'écoutez? Oui, alors il y a une question ici. Oui, allez-y. J'ai une très mauvaise compagnie d'Internet. J'ai des problèmes de connexion, c'est VTR. Ah. Elle n'est pas communautaire. J'ai écouté sur les liens avec des autres luttes. Nous avons des liens avec des communautés en Espagne et en Angleterre dans le cadre de ce que vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisation de la COP25. Ouais. Mm-hmm. Oui, alors on a des liens avec des communautés, des organisations de la COP25 et aujourd'hui, maintenant, on a une communication avec COP25 Coalition, avec Angleterre, mais pas avec l'Italie. Je ne connais pas des expériences. Nos travaux, nos lieux sont principalement avec Amérique latine et avec aussi les comités de solidarité avec le Chili et le peuple mapuche. Mais ça, c'est notre lien en général du mouvement de l'eau. On a des liens avec le mouvement Sans Terre au Brésil, les communautés de l'eau à l'Argentine. Mais c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas beaucoup de travail, seulement avec les organisations qui travaillent dans la COP25. Vous savez, c'était au Chili le 2019, mais avec notre insurrection, révolte, on l'a fait finalement en Espagne. Alors, là-bas, on a fait lien avec des organisations. Et en Angleterre, maintenant, pour la COP25. Oh, mes chiens, ils sont tous... oui, tout le temps. Ça. Merci. Il y a une autre question qui est dirigée vers Francesca pendant qu'elle est en ligne. Est-ce que, Marie-Ève, tu voulais la poser toi-même ou j'y vais pour toi? En l'absence de réponse, je vais y aller pour toi. Alors, la question est pour Fernanda. Comment la pandémie et les mesures autoritaires au Chili ont eu des impacts sur les mouvements citoyens pour l'eau et des femmes? Au niveau des mobilisations populaires, on sait que ça pose de sacrés défis. Beaucoup de mobilisations. C'est très important ce que vous disiez. Je crois. Alors, au Chili, pendant la pandémie, l'activité d'extraction s'est intensifiée. Par exemple, l'exploitation minière, c'est très grave ici au Chili. Mais aussi, on pourrait dire que c'est très terrible, c'est la répression des peuples quand on est dans les marches, dans les
dans les champs, dans les citadins. Alors, c'est très terrible. Mais moi, je dirais que c'est l'activité d'extractif intensifiée. Alors, je crois que c'est un thème très compliqué ici au Chili, dans le marque de la Convention constitutionnelle. Je crois que c'est un problème grand. On pourrait dire ici, je ne sais pas comment dire, Isabelle pourrait dire victimas oculares, des victimes des yeux, ils ont perdu les yeux C'est par ça, des victimes l'activité. oculaires. D'accord, victimes oculaires par la répression de notre police qui s'appelle Carabineros de Chile. Alors, c'est très compliqué la situation aujourd'hui de répression. On y dit au Chili, ici, il n'y a pas de politique sanitaire, il y a une politique de répression. Déjà, on le qu'appelle couvre-feu, toque de queda, tous les jours. Ça fait 1 an au Chili. Alors, c'est très compliqué tout. Mhm. Merci. Je repasserai les questions vers Hugo. Je vais en combiner deux, à savoir, mettons, on voudrait quelque chose là, qui est bon, là, qui marche bien. Là. Est-ce que vous avez formulé un projet de loi qui pourrait remplacer la législation actuelle, cette vieille loi du free mining? Et autre question, oui, mais là, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des types d'extraction minière durables? Là, tout à l'heure, on disait, en tout cas, qui peuvent exister. Et est-ce que quand même extraire le graphite puis le lithium au Québec, c'est pas moins pire que d'aller exploiter celle du Chili ou en Bolivie? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est idéal? Oui. Donc, l'extraction minière, de façon inhérente, c'est une activité destructrice. OK? Faut pas faire semblant, là. Ça n'existe pas de l'extraction minière écologique. C'est pas comme un potager écologique. Là. Tu ne peux pas avoir une extraction minière écologique, sauf peut-être dans de très, très rares exceptions, justement, avec des extractions à petite échelle, artisanales, dans certains pays. Mais même là, ça peut être problématique. Là. On l'a vu notamment au niveau du mercure utilisé dans l'orpaillage ou peu importe. Puis ça reste très marginal comme activité par rapport à un système qui est mondial, qui est assoiffé de matières premières. Donc, l'activité minière, de façon inhérente, c'est une activité destructrice, de un. De deux, sachant cela, il faut, et ce qui manque beaucoup encore, même au niveau de la population et des décideurs, surtout des décideurs publics, il faut agir pour réduire à la source d'abord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir à extraire, de faire une nouvelle mine? Est-ce qu'on a fait tous les efforts nécessaires? Non, on ne les a pas faits. Et on saute tout de suite à la nécessité de vouloir améliorer, réduire les impacts de l'activité minière en sautant l'étape de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'extraire. Quels métaux minéraux on n'a plus de besoin? Il y a des États, il y a des pays qui ont déjà pris la décision, par exemple, de dire l'amiante, on n'extrait plus de l'amiante, on ne l'utilise plus. Il y a des alternatives moins dommageables. L'uranium, il y a des États qui l'ont condamné avec toute la filière du nucléaire parce qu'ils pensent qu'il y a des alternatives plus viables. Il y a un choix, à un moment donné, au niveau du charbon. Là, c'est clair qu'il faut arrêter le charbon. C'est au niveau c'est une activité minière aussi, le charbon en passant. Là. Puis ça génère énormément de déchets aussi, là, plus que toutes les autres substances. Ensuite suit l'or, en termes absolus. En tout cas, j'évite les détails. Mais l'or, ça devrait faire partie des objectifs aussi pour réduire l'empreinte globale. Bon. Puis une fois qu'on a dit ça, puis une fois qu'on met en pratique des politiques de recyclage et de cesser le gaspillage, et puis, comme j'ai dit, là, de cesser l'étalement urbain, dans le fond, travailler sur la demande. Il faut travailler là-dessus. C'est ça l'urgence. On ne va pas y arriver en mettant des belles fleurs là, autour des sites de résidus miniers. Là. Je fais un peu image, là, mais... Il y a une piste cyclable là, le long de la mine. Ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, À l'Arctique. c'est ça qui Comme à Malartic. un nouveau mode. On n'y arrivera pas là, comme ça, véritablement. La science dit que c'est pas comme ça qu'on... Mais bon,
après ça, oui, il y a des meilleures pratiques pour réduire les impacts, réduire les risques. Puis là, je vois Paul Comeau qui est en ligne là, qui est affecté par le projet Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints. Peut-être que Paul ne va pas m'aimer d'entendre ça, mais, mais la compagnie Nouveau Monde Graphite, honnêtement, moi, ça fait quand même 20 ans que je suis dans le domaine, ça fait 10 ans que je travaille pour le mouvement associatif. Elle propose une vision, un plan marketing là, qui est très forte. Là, OK? C'est-à-dire, mais il y a beaucoup de BS là, derrière ça, excusez le langage, là, mais mine tout électrique, on va gérer les résidus à sec pour pas qu'il y ait de déversement, on va, ils multiplient là, les démarches. Honnêtement, c'est mieux que beaucoup d'autres entrepreneurs, mais il reste que fondamentalement, c'est un immense trou à ciel ouvert dans un milieu de villégiature et de tourisme. C'est bien beau avoir les meilleures personnes derrière le projet. Fondamentalement, c'est un projet qui est destructeur. Donc, c'est pour ça qu'avec les groupes au Québec, on fait la campagne des 5 principes pour que la transition ait meilleure mine. Et le premier principe, c'est réduire à la source. Il y a beaucoup de travail à faire là. Une fois qu'on a fait ce travail-là, ou en parallèle, oui, il faut mieux encadrer. Oui, il faut changer la loi sur les mines. Oui, il faut avoir un meilleur encadrement environnemental. Oui, il faut avoir un pollueur-payeur. Il ne faut pas que le public paie les pots cassés. Ça, on va continuer de pousser le gouvernement là-dessus. Mais il reste que, même avec ces améliorations-là, on ne va pas réussir la transition post-extractiviste si on ne réduit pas notre façon de consommer les ressources. Excusez, c'était long. Là, mais... Oui, je veux dire la même chose, c'est pareil. Enfin, on dit aussi au Chili que justement, il existe des extractivismes qui sont essentiels pour la vie, mais pour les gens. Mais en même temps, on a dit toujours que l'exploitation minière ne pourra jamais être durable. Sa logique, je crois, elle a dit la même chose, Hugo, et l'idée de dévastation. Bon, maintenant, je dois partir, mais on a écrit sur les biens communs inappropriables. C'est derrière le terme, l'idée de commodity. Ici au Chili, on a fait autre réflexion. On a l'idée de bien commun, on parle aussi de biens communautaires, vient du bien-être des biens communs, des personnes, mais aussi des plantes, des animaux. C'est le bien des communes. Ce n'est pas la logique on pourrait dire, du commodité ou du rapport propriétaire. On ne parle pas de ce lieu. On parle plutôt, justement, sur l'idée de bien commun des personnes, plantes, animaux, nature en général. Alors ça, et maintenant, on parle beaucoup de biens communautaires et on aime beaucoup ça. Et on dit que l'eau, par exemple, c'est un élément qui est justement un bien inappropriable parce qu'il gestionne la vie dans tous les états. Alors pour ça, on dit aussi qu'il est inappropriable. Alors moi, je suis désolée, mais je dois partir une activité maintenant. Justement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre. Alors, je dois partir pour une activité de mouvement pour le territoire. Alors, je suis très contente et bon, après, je vais parler avec Isabelle pour autre réflexion des paroles. Alors, très contente de cet espace. Francisca, merci beaucoup. Oui. Nous regrettons que tu nous quittes. J'avais posé une question là, mais c'est ouvrir complètement peut-être une dimension qu'on n'a pas tellement abordée, mais on aura d'autres occasions pour en discuter sur ces aspects d'éducation en fait relative à l'environnement politique, parce que enfin, si on considère le plan, les programmes, la plateforme que tu nous as présentée, on voit là qu'il y a toute une démarche politique qui est en train d'être mise de l'avant en vue en fait, de cheminer vers des fondements post-extractivistes. En tout cas, il y a des principes que tu nous as présentés qui sont en ce sens-là, mais ça sera probablement une discussion à poursuivre à un autre moment. Nous te remercions infiniment d'avoir été là. Si tu veux dire juste un petit mot avant de partir par rapport à ça, ou bien on le laissera pour une prochaine fois.
Non, merci beaucoup. Une prochaine fois pour parler aussi, ici aussi on parle d'éducation environnementale, mais populaire. Une expérience importante en Amérique latine, les années 60-70, alors qu'on travaille avec les peuples, les territoires, les communautés, d'autres visions, respect on parle ici communauté, comment on pourrait dire, communauté de saberes y De haceres, savoir. Mm-hmm. communauté de savoir et de fait. Je crois que ça, Et c'est une grande... Et d'action, certainement. Alors, on parle ici, et aussi avec une parole qu'on parle des buenos vivires, bien vivre, que c'est très important dans ce modèle d'éducation populaire des peuples. Mais bon, autrefois, on pourrait parler de ça. Alors, très contente de... merci beaucoup, Hugo, pour toute l'information du Canada. C'est très important pour nous connaître aussi les expériences du Nord. Alors qu'ici, au Chili, il y a beaucoup d'entreprises extractivistes canadiennes. Alors, c'est important de connaître ça. Alors, merci beaucoup pour tout le monde. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. À bientôt. Hasta pronto. Salut. De toute manière, on achève, on arrive presque à la fin, mais il y a quelques questions, peut-être, non, je ne sais pas. En termes de nouvelles questions qui sont ajoutées, il y a surtout quelques informations. Sinon, j'ai l'impression qu'on avait mis l'ensemble des questions. Il y avait tout de même une question intéressante qui me paraît très pertinente sur les TPPV 11 qui a posé... Oui, tout à fait. J'allais passer la parole à la personne qui l'a écrit, si elle souhaite l'exprimer elle-même. Et sinon, on va tout de suite de l'avant pour ne pas perdre du temps. Oui, alors... excusez, j'y remonte parce que ça s'est mélangé. Alors, que pensez-vous du TPP 11 et de ses effets sur la capacité des États à définir leur propre cadre réglementaire en matière d'extractivisme et de gestion des ressources? Qu'en pensez-vous, M. Lapointe? Dans le fond, les accords internationaux en général? Oui. Oui, c'est un problème. On l'a vu, là, que ce soit pour mes collègues, par exemple, qui travaillent en Amérique latine ou même ici au Canada, on l'a subi aussi face à des projets miniers. Dans le cas de projets miniers où les gouvernements ont refusé de donner un permis, il y a eu des poursuites de la part des entreprises pour contester le droit en fonction des accords internationaux de ne pas donner de permis, ce qui est un peu ridicule. Dans le fond, c'est comme si on bypassait la souveraineté là, des peuples de faire leurs propres décisions par rapport au développement de leur territoire. Ça n'a aucun sens. Puis d'ailleurs, ça rejoint c'est ça, nous, les principes qu'on défend, que ce soit ici au Québec ou même en Colombie-Britannique, les organismes qui se mobilisent là-dessus, c'est à peu près les mêmes principes. Un, c'est le droit des collectivités de pouvoir décider. OK? Deux, d'assurer une sécurité et protéger l'environnement au niveau de la gestion des déchets miniers, beaucoup protéger l'eau. Donc, ça, c'est très, très, très fort. Et trois, les principes de pollueur-payeur pour pas que les générations actuelles, les générations futures aient à payer les pots cassés de cette industrie. Mais sur le premier point, là, le choix des collectivités, le droit des collectivités de décider, surtout les nations autochtones, mais pas uniquement, là, les municipalités, les autres collectivités, de pouvoir décider, c'est fondamental. Et jusqu'à maintenant, c'est sûr que l'industrie en général ne veut pas ça, ne veut pas que les collectivités puissent avoir ce pouvoir-là. Mais il y a eu quelques petites victoires ici et là, qui sont bien. Mais ça reste assez marginal, les victoires. Il y a quelqu'un qui a ajouté dans le chat, d'ailleurs, que c'est pas vraiment minéral, mais c'est quand même minéral, en fait. C'est au niveau des hydrocarbures. D'ailleurs, aussi, en ce moment, il y a des poursuites qui sont pas dans le cadre des accords internationaux, mais c'est quand même des poursuites de la part de compagnies pétrolières qui poursuivent le gouvernement pour cause du cadre réglementaire et d'application du cadre réglementaire en territoire Micmac où j'habite, en Gaspésie. Donc, on voit que c'est vraiment très d'actualité là, comme situation.
Isabelle, est-ce que c'est une main levée qui est de tout à l'heure ou est-ce que c'est une main levée maintenant? Oh, c'était un bon moment. Une vieille main, une vieille main. Hey, je veux juste dire rapidement, avant que ça termine, Maud, si tu me permets, Mhm. je veux quand même, au niveau de la mobilisation, moi, je ne suis pas très impliqué. Maud est beaucoup plus, puis d'autres parmi vous probablement aussi, là, mais vous êtes beaucoup plus impliqué sur les enjeux pétrole et gaz. Là. Moi, je suis plus impliqué au niveau métaux, minéraux, c'est l'autre volet extractiviste, dans le fond. Mais dans ce volet-là, au niveau de la mobilisation des femmes, il y en a, je trouve que ce qui est plus remarquable, c'est au niveau des femmes autochtones au Québec. Là. C'est surtout, moi, ce que je vois en tout cas, là, c'est surtout les femmes autochtones qui se mobilisent face à des projets miniers, protéger le territoire. Dans les milieux non autochtones, il y a quand même plusieurs femmes, mais je dois dire quand même, c'est beaucoup les gars encore, et les hommes qui sont dans les mobilisations. Ça, je sais pas, je trouve ça, moi, je déplore un peu ça. Puis honnêtement, je suis un peu tanné d'être l'homme blanc aux yeux bleus qui lead beaucoup de ces initiatives-là parce que je trouve que ça manque de diversité. Ça, c'est une des critiques que j'ai face au mouvement au Québec, au mouvement environnementaux. C'est assez blanc et masculin, en général. Il y a de plus en plus de femmes. Là, on le voit dans certains organismes, là, il y a eu un changement de garde. Mais il reste qu'au niveau autochtone, là, oui, les femmes jouent un rôle extrêmement important. Là. En tout cas, dans mon expérience. On a définitivement des grands défis en termes de partage des pouvoirs et des leaderships et de soutien des voix qui sont notamment les plus affectées dans beaucoup de projets là, au Québec. Je pense que c'est des réflexions qui vont se poursuivre. Peut-être même que nous en reparlerons lors du prochain événement du séminaire de Résistaction. Le prochain événement est le 29 avril, le matin à 9h30, jeudi prochain. On recevra Rodrigue Turgeon, qui a été cité par M. Lapointe aujourd'hui même, du Comité citoyen pour la protection de l'esquerre, mais de tellement aussi de différentes causes, et notamment, il est d'Abitibi. On recevra aussi Bonnie Campbell, qui amènera des réflexions à partir des expériences au Canada, au Québec et en Afrique sur la symétrie des relations et des relations et des enjeux de régulation de la légitimité dans le secteur minier. On recevra aussi Ximena Quadra, dont je suis désolée si je massacre le nom, du Réseau d'action pour les droits environnementaux, la RADA, au Chili, sur les savoirs politiques pour la résistance contre les projets énergétiques dans la région de la Araucanía, au Hualampu, au Chili. Et on recevra aussi Lucio Cuenca, de l'Observatoire latino-américain des conflits environnementaux, qui nous parlera des conflits socio-écologiques dans l'horizon constituant post-extractiviste du Chili. J'espère que nous y serons tous et toutes et je vais certainement repasser la parole à Isabelle avant de vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, Maude. Mais je crois que les présentations de nos deux invités y ont ouvert beaucoup de portes à plusieurs autres aspects de cette problématique de notre temps, qui est celle d'une expansion illimitée, en fait, on la voit exponentielle du moins de l'industrie extractive, puis qui est accompagnée de cette mégalomanie inquiétante, fortement destructrice par nature, comme Hugo l'a signalé. L'industrie extractive est destructrice. Et puis là, je dirais que le bouquin La société du risque mériterait d'être révisité pour mieux saisir, en fin de compte, cette nature de ressources inhérente à ce type d'industrie. Mais ce qui est fortement inquiétant, c'est qu'on ne voit pas actuellement, dans l'ordre actuel des choses, on ne voit pas de limites politiques, juridiques, législatives suffisantes pour freiner cette tendance d'extraction illimitée des biens communs, des ressources. Donc, bon, c'est là où pointent aussi nos efforts éducatifs et notre préoccupation sur les dimensions éducatives. Et puis, c'est aussi l'intention de ce cycle de séminaires, c'est de valoriser, de reconnaître d'abord, de reconnaître et valoriser
ces creusets absolument extraordinaires d'apprentissage et des maturations politiques qui s'associent à toute la mobilisation sociale pour faire face aux problématiques des social extractivisme. Et puis de la capacité qui s'est construite, qui s'est bâtie au sein de ces mouvements pour produire des transformations. Donc, et des transformations qui peuvent peut-être se situer à niveau local, au niveau des solutions localisées à un contexte bien circonscrit, mais qui peuvent aussi, comme on l'a vu par les mouvements pour l'eau et les territoires dont Francisca fait partie, peuvent aussi donner lieu à des propositions plus vastes, des propositions pour un pays, en termes de principes qui devraient être considérés pour la construction d'un nouveau projet de société. Donc, et voilà, donc sans doute, il y a beaucoup d'éléments qui ont été soulevés qui mériteraient d'être traités plus en profondeur. Nous nous intéressons, je dirais que la plupart de ces questions, d'une façon ou d'une autre, ils seront traitées à travers les séminaires, dont en particulier la place des femmes et la perspective féministe dans les mouvements sociaux et tous ces rapports à la vie, ces rapports des soins de la vie, des soins de la terre, donc d'un rapport, un rapport d'amour à la vie, en fin de compte, qui est porteur par les femmes en général. Et puis on voit dans des cultures comme au Honduras, les cultures lenca, où les femmes sont les protectrices de l'eau, par exemple. C'est comme des générations en génération, c'est un rôle qui est hérité. Ils ont ce rôle de gardiennes de l'eau. Et dans d'autres cultures à travers le monde, on constate qu'il y a ces liens qui est un lien symbolique, affectif, mais est un lien aussi fondamental à la trame de vie. Et voilà, donc je pense qu'on trouve là une série de pistes d'inspiration qui éventuellement, espérons, pourront contribuer en fait, qu'on puisse trouver des avenues de solutions. Et comme je pense qu'Hugo, tu l'as mentionné, il n'y a pas la solution, il y a une multiplicité de stratégies à déployer. Et puis, en ce sens, ça va être ce cycle de séminaires, justement, ouvre cet espace ou contribue à ouvrir un nouvel espace, parce qu'il y en a sans doute plusieurs qui ont déjà été ouverts, qui permet d'explorer ces pratiques qui sont mises en place et puis les préoccupations que les acteurs soulèvent et les stratégies de travail qui mènent de l'avant pour cheminer dans cette quête pour la vie que nous menons aujourd'hui. Je voudrais, au nom du Centraire et au nom, bien sûr, de l'équipe du projet Résiste Action et du projet Forge, Laurence Brière, qui est la responsable, a dû nous quitter un peu plus tôt pour s'occuper de sa toute petite, pour la coucher. C'est l'heure du dodo, mais elle est bien en esprit avec nous. Puis au nom des équipes de ces deux projets, je voudrais remercier la participation à cet événement. Et nous espérons pouvoir vous retrouver dans les autres activités qui s'en viennent. Il va y en avoir encore 6 autres. Et puis, ce sera sans doute des moments particulièrement propices pour échanger, discuter sur ces questions actuelles qui nous préoccupent et qui nous tiennent si à cœur. Merci beaucoup. Merci à Maude pour cette animation. Et on apprécie toujours ta participation, Maude. Et puis, on va te retrouver comme présentatrice aussi à d'autres moments. Et Hugo, merci. On espère que tu vas être avec nous pour d'autres séminaires aussi. Et merci beaucoup de donner les coups d'envoi à ce cycle des séminaires. Merci vraiment d'avoir été là malgré les contraintes familiales qu'on sait que tu avais aujourd'hui et qui sans doute t'affectaient. Merci pour cette collaboration et ce soutien. Et merci à tout le monde. Alors, à la prochaine. À très bientôt. Au revoir. Merci Félix. Merci beaucoup pour la technique. Merci infiniment.